Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 2 novembre 2023. Donc, le 2 novembre, dans ma culture, moi, je suis né en Italie, à Milan, en Italie, bien que mes parents n'étaient pas italiens. Et j'ai été éduqué, donc, la façon avec laquelle, dans un monde très catholique comme était l'Italie à l'époque, finalement, les choses étaient vécues. Donc, le 2 novembre était le jour des morts, c'est-à-dire tout le monde allait au cimetière faire un hommage aux personnes décédées de la famille. Mais le 1er novembre, c'est-à-dire hier, c'était la fête pour tout, c'était la fête du nom. C'est-à-dire, moi, je m'appelle Charles, mais j'ai donc un anniversaire de naissance, comme tout le monde, mais j'ai aussi une fête dans laquelle on fête le nom Charles. Alors, on fête le nom Charles le 4 novembre, mais le 1er novembre, tous ceux qui n'ont pas disons, le nom d'un saint, ben, ils sont fêtés tous en bloc le 1er novembre. Non, le 1er novembre, c'est fête. Le 2 novembre, ben, c'est le jour des morts. Le 3 novembre, c'est congé des congés. Et finalement, le 4, c'est le jour des morts. Mais ce n'est pas juste ça. On fête aussi, si on peut dire comme ça, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On sait que la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le 11 novembre, et puis tout ça, c'est 11 heures, et puis tout ça. Mais en Italie, c'était le 4 novembre. Ils fêtaient ça le 4 novembre, et le 4 novembre, c'était donc, c'est ça, une sorte de remembrance de qu'est-ce que c'était finalement en Italie le premier, enfin, la Première Guerre mondiale, la fin de la Première Guerre mondiale. Une fois dit tout ça, ici au Canada, par contre, on porte le coquelicot pour la fin de la Première Guerre mondiale. Et le coquelicot, finalement, c'est une tradition ici. Mais on n'avait pas ça en Italie comme tradition. Il n'y avait pas aucune tradition particulière. Mais le coquelicot, finalement, ça me rappelle à moi quelque chose d'intéressant, enfin que j'ai vécu, et assez troublant. Pas troublant, mais quand même émotivement engageant. Et c'est que moi, j'ai donné beaucoup de séminaires au monde de la finance du Luxembourg. Donc, je me rendais au Luxembourg pour l'Institut des banques et banquiers du Luxembourg et je donnais mes séminaires donc, sur les produits dérivés et puis tout ça. Et naturellement, les séminaires étaient longs, c'était une dizaine de jours. Donc, il y avait un congé, une fin de semaine dans lequel tout le monde était parti, mais moi, je restais là. Donc, voir la nature du Luxembourg. Et je me souviens que la première fois, c'était arrivé dans ces dates ici, comme les mêmes de cette année. Et puis le patron, le directeur de l'Institut des banquiers m'avait dit, que faites-vous, monsieur Lanfort, en fin de semaine? Ben, j'ai dit, je ne sais pas, je veux me reposer, rien faire. Oh, il dit, si vous voulez, il y a ici un musée finalement de guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, dans lequel vous pouvez voir enfin, tout ce que les armements et tout ce qu'il y avait durant la Deuxième Guerre mondiale. Et naturellement, nous avons aussi un cimetière, et c'est le cimetière des Canadiens. Donc c'est un cimetière auquel on tient beaucoup, on fait très bien attention que tout soit propre, tout soit beau dans ce cimetière. Naturellement, le cimetière est aussi financé apparemment par le Canada. Et finalement, c'est ça. Donc je suis allé, il m'a dit, vous pouvez aller le visiter. Donc je suis allé le visiter, et en le visitant, ben, ça m'a frappé une tombe dans laquelle c'était marqué, j'ai quitté ma vie, j'ai perdu ma vie pour permettre à toi d'en avoir une meilleure. Et j'ai trouvé ça vraiment très touchant et très vrai. Et donc, plein de respect pour ces gens-là qui finalement ont quitté, puis avaient débarqué, puis ils n'ont pas eu vraiment beaucoup de chance dans les combats et tout ça. Donc, je le porte avec fierté, donc, ce coquelicot. Voilà. Une fois dit tout ça, de quoi on parle aujourd'hui? On parle du dilemme du prisonnier. Ça n'a rien à voir avec les guerres, mais le dilemme du prisonnier, c'est comment dire, une sorte comment dire, de jeu, c'est parce que ça se traduit par un jeu finalement. C'est une sorte de jeu dans lequel on doit prendre une décision, et la décision peut être, disons, belle ou moins belle, ça dépend de l'égoïsme de chacun et tout ça. Donc le dilemme des prisonniers a été inventé pour la première fois en 1950, et dans une compagnie américaine qui s'appelait Rand Corporation, et qui était une pépinière d'idées là-dedans. Si ça vous intéresse un jour de fouiller,
allez voir le Rand Corporation, c'est vraiment un endroit, vraiment une pépinière de bonnes idées. Et finalement, on a donc créé ça en 1950. Et qu'est-ce que c'était au juste? L'idée, c'était que il y a, mettons, la police arrête de délinquants, supposément délinquants. Ils ne sont pas encore accusés. Accusés, oui, mais ils ne sont pas encore condamnés. Donc, il y a, disons, un groupe criminel. Il y a 2 criminels qui sont arrêtés par la police. La police les met dans 2 chambres séparées. Un dans une chambre, une dans l'autre, mais ils ne se peuvent pas se parler. La police voit, elle constate que finalement, il n'y a pas beaucoup de charges contre eux. Donc, tout ce qu'ils pourraient demander à un juge, c'est maximum 1 année de prison. Mais à quelqu'un dans la police, ça vient l'idée fantastique, apparemment, l'idée de dire, on va faire la chose suivante. On va vu qu'ils sont séparés et ils ne peuvent pas parler entre eux, on va agir de cette façon. On va dire par exemple, on va les appeler A et B parce que le schéma que vous avez en bas, c'est A et B. Bon, on va dire, donc la police dit à A, si tu confesses que l'autre est un criminel, un délinquant, on te libère. Et sinon, ben, tu prendras 2 ans de prison. Enfin, on va voir tout ça dans les détails. Et donc la police fait ça avec les 2, avec A et avec B. Naturellement, quelle est la conclusion dans tout ça? C'est qu'il pourrait avoir A, voyez-vous, regardez le schéma. A pourrait rester en silence, ne rien dire absolument à propos de B. Et finalement, et B aussi pourrait faire la même chose. Et donc, finalement, si les 2 choisissent, si B et A choisissent le silence, ils vont se retrouver chacun avec 1 an de prison. Et ça, c'est la peine la moins grande. Tandis que si vous avez A qui témoigne que B est un criminel et puis il raconte tout ça, finalement, A va être libéré, mais par contre, B écope de 3 ans. Naturellement, ça c'est pour A, mais B, lui aussi est informé qu'il a le choix de rien dire ou de accuser son copain. Et vu que les 2 ne peuvent pas communiquer, ils ne savent pas finalement comment se comporter. Mais finalement, B décide, lui aussi, par exemple, il pourrait décider de rester en silence. Donc, s'il reste en silence, et donc, si B reste en silence, il se retrouve donc avec, et A est aussi en silence, chacun écope d'1 année de prison. Mais si B parle, ben, en parlant, finalement, B est libéré, mais A écope de 3 ans. Donc, ça, c'est les possibilités que vous pouvez avoir, juste pour les résumer. Si A et B gardent tous 2 le silence, ils purgeront 1 année de prison. Ça, c'est ce qu'on avait dit. 1 année de prison. Et puis, voilà, pour les 2. Ensuite, si A témoigne contre B, mais que B garde le silence, A sera libéré, tandis que B purgera 3 ans de prison. Donc, pour B, ça va être 3 ans de prison, ici. Oui, c'est ça. Pour B, c'est celui-ci, 3 ans de prison. Ensuite, si A garde le silence, mais que B témoigne contre A purgera 3 ans de prison et B sera libéré. Ça, c'est les 3 ans de prison et B sera libéré. Si A et B témoignent l'un contre l'autre, ils purgeront chacun 2 ans. Finalement, quel est le meilleur choix là-dedans? On dit ça que c'est un choix c'est un marché faustien. C'est-à-dire, finalement, chacun essaye de réduire possiblement au maximum la peine de rester en prison. Donc, finalement, chacun devient égoïste et on s'en fout de qu'est-ce que de l'autre. On préfère accuser l'autre pour se libérer soi-même. Et ça, finalement, ça serait dans la nature humaine de faire ça. Et l'idée de fond de la théorie est la suivante. Regardez, vous avez 2 agents qui sont rationnels, chacun pouvant coopérer ou trahir son partenaire pour une récompense individuelle. C'est un marché faustien parce qu'en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Chacun, finalement, pense juste à soi-même et c'est tout. L'idée de fond, c'est que, finalement, est-ce que ce dilemme des prisonniers existe vraiment dans la vraie vie et tout ça? Oui.
Ça existe. Juste deux exemples que vous trouvez aussi dans les références qui accompagnent ce vidéo. Donc, vous avez un exemple, par exemple, l'OPEP. Vous savez, l'OPEP, c'est l'organisation qui vend le pétrole dans le monde et tout ça. Ils ne sont pas tous dans l'OPEP, mais la plupart des producteurs sont là-dedans. Eh bien, dans le passé, c'est arrivé que tout le monde se mettait, ils se rencontraient à Vienne, l'endroit où ils se rencontrent d'habitude, et ils décident, par exemple, oh, on ne va pas vendre plus de pétrole que ça, chacun de nous. Donc, chacun avait un quota de vente de pétrole, et il ne fallait pas dépasser ça. Et tout le monde devait se tenir ensemble. En réalité, il y avait sûrement un, de temps en temps, qui trichait. Et vu que tout le monde limitait les ventes du pétrole, et ça permettait d'avoir un prix du pétrole plus élevé, bien, celui qui trichait permettait d'avoir plus de gains pour lui parce qu'il vendait le pétrole plus cher, mais il trichait par rapport aux autres. Ça, c'est un exemple du dilemme, là. Et puis, un autre cas, par exemple, actuellement, c'est le CO2. Vous avez, par exemple, tous les pays, semble-t-il être d'accord, ou presque tous, sont d'accord que finalement, il faut limiter la production de gaz carbonique, parce que ça crée le réchauffement de la planète, et puis là, ça fait les glaciers qui disparaissent, et puis le pôle Nord qui disparaît, enfin, tout le désastre que ça peut créer. Et naturellement, tout le monde est d'accord. Mais une fois qu'on a dit que tout le monde est d'accord, il y en a sûrement un qui triche et qui dit, moi, je m'en fous carrément du CO2. C'est beaucoup plus intéressant pour moi dans mon pays qu'on renonce à contrôler le CO2 parce que j'ai un avantage que les autres n'auraient pas parce que les autres contrôlent le CO2. Un exemple de ça, sauf erreur de mémoire, c'est la Chine. La Chine a dit, M. Xi, je crois, il a dit qu'il va contrôler finalement le CO2 puis tout ça, mais en 2050. Donc finalement, on a beau, nous, contrôler le CO2, mais il y a un pays qui triche et qui fait ce qu'il veut. Et donc c'est ça. Ça, c'est des applications, si on peut dire comme ça, de ce dilemme de prisonnier. Naturellement, ici, c'est marqué marché faustien. C'est pourquoi c'est un marché faustien. Et c'est qui Faust? Ou Faust, parce que Faust, c'était allemand, c'est dans la littérature allemande. Donc, Faust, c'était un monsieur qui, finalement, il s'ennuyait, il n'était pas tout très bien. Enfin, il voulait avoir la gloire, il voulait être renommé, il voulait être richissime, il voulait tout ça, mais il n'était pas capable. Donc, le diable se présente à lui, il dit, oh, aucun problème. Si tu me vends ton âme à la mort, quand tu vas mourir, ton âme, tu me la donnes à moi, je l'amène à l'enfer. Et entre-temps, en échange, je te donne tout ce que tu veux. La richesse, je te donne la renommée, je te donne, enfin, le succès, tout ce que tu veux. Donc, c'est à peu près ça le dilemme du prisonnier. C'est un marché faustien. C'est-à-dire vendre l'âme au diable en échange de richesse, savoir, renommée et pouvoir. Ce Faust, si ça vous intéresse, il y a plusieurs versions de Faust, mais il y a la plus renommée, c'est celle de Goethe, qui est un grand homme de littérature et poète allemand. Il a écrit donc le Faust en 1808. Et puis c'est vraiment très intéressant, si ça vous intéresse, de regarder un peu son histoire de Faust, de la façon avec laquelle il opérait, il avançait, puis tout ça. Et puis voilà, et c'est tout pour aujourd'hui.